part en audio un morceau d'une virtuosité folle, peut-être joué à 4 mains. Il ne dure pas plus de 30 secondes, mais il se termine par une charge d'accords fortissimo. Le comédien attend que le morceau soit fini, puis il reprend. Bon. Le public avala tout ça sans respirer, en apnée, les yeux vissés sur le piano et la bouche ouverte comme de parfaits imbéciles. Et ils restèrent là, sans rien dire, complètement éberlués. Même après cette dernière charge meurtrière d'accords, qui avait l'air d'être jouée à 50 mains, on aurait cru que le piano allait exploser. Et dans ce silence de folie, Novecento se leva, prit ma cigarette, se pencha un peu vers le piano, par-dessus le clavier, et approcha la cigarette des cordes. Un grésillement léger. Il s'écarta, et la cigarette était allumée. Je le jure, bel et bien allumée. Novecento la tenait à la main comme une petite bougie. Il ne fumait pas, il ne savait même pas la tenir entre ses doigts. Il fit quelques pas et arriva devant Jelly Roll Morton. Il lui tendit la cigarette. « Fume-la, toi. Moi, je ne sais pas fumer. » Ce fut à ce moment-là que les gens se réveillèrent du sortilège. Et ce fut alors une apothéose de cris et d'applaudissements, un boucan énorme, je ne sais pas. Mais on n'avait jamais vu ça. Tout le monde qui hurlait, qui voulait toucher Novecento, le bordel généralisé, on n'y comprenait plus rien. Mais moi, je le voyais, Jelly Roll Morton, au milieu de tout ça, qui fumait nerveusement cette maudite cigarette et qui cherchait quelle tête faire sans la trouver, sans même savoir où poser ses yeux. Et à un moment, sa main de papillon se mit à trembler. Mais à trembler vraiment. Je la voyais trembler, je ne l'oublierai jamais. Elle tremblait tellement qu'à un moment, la cendre se détacha de la cigarette et tomba. D'abord sur le bel habit noir, puis doucement sur le soulier de droite, un soulier verni, noir, brillant. Cette cendre comme un crachat blanc, et lui, il regardait ça, je m'en souviens encore, il regarda le soulier, le vernis et la cendre, et il comprit. Il comprit ce qu'il y avait à comprendre et il tourna les talons, et marchant doucement, posant un pied après l'autre, doucement, pour que cette cendre ne bouge pas, il traversa la grande salle et disparut, lui et ses souliers vernis noirs, avec dessus ce crachat blanc qu'il emportait avec lui. Et ce qu'il y avait décrit, là, c'était que quelqu'un avait gagné et ce n'était pas lui. Jelly Roll Morton passa le reste du voyage enfermé dans sa cabine. À l'arrivée à Southampton, il descendit du Virginian. Le lendemain, il repartit pour l'Amérique, mais sur un autre bateau. Il ne voulait plus entendre parler de Novecento ni du reste. Il voulait rentrer. Point. Accoudé à la rambarde, sur le pont des 3e classes, Novecento le vit descendre avec son beau costume blanc et toutes ses valises de belles valises en cuir clair. Je me souviens de ce qu'il dit, et je me souviens qu'il dit seulement « Et au cul aussi le jazz !» Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Lisbonne, Santiago du Chili, Rio de Janeiro, Antilles, New York, Liverpool, Boston, Liverpool, Hambourg, New York, New York, Gênes, Floride, Rio de Janeiro, Floride, New York, Gênes, Lisbonne, Rio de Janeiro, Liverpool, Rio de Janeiro, Liverpool, New York, Cork, Cherbourg, Vancouver, Cherbourg, Cork, Boston, Liverpool, Rio de Janeiro, New York, Liverpool, Santiago du Chili, New York, Liverpool, océan, plein milieu. C'est là, à ce moment-là, que le tableau se décrocha. Moi, cette histoire de tableau, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Il reste accroché pendant des années et tout à coup, sans que rien ne se soit passé, j'ai bien dit rien, vlan, ils tombent. Ils sont là, accrochés à leur clou, personne ne leur fait rien, et eux, à un moment donné, vlam, ils tombent comme des pierres. Dans le silence le plus total, sans rien qui bouge autour, pas une mouche qui vole, et eux, vlam, sans la moindre raison. Pourquoi à ce moment-là et pas un autre, on ne sait pas. Vlam. Qu'est-ce qui est arrivé à ce clou pour que tout à coup il décide qu'il n'en peut plus? Aurait-il donc une âme lui aussi, le pauvre malheureux? Peut-il décider quelque chose? Ça faisait longtemps qu'il en parlait, le tableau et lui, ils hésitaient encore un peu. Ils en discutaient tous les soirs depuis des années, et puis finalement ils se sont décidés pour une date, 1 heure, 1 minute, 1 seconde, maintenant. Blam! Ou alors ils le savaient depuis le début, tous les deux, ils avaient tout combiné entre eux. Bon, t'oublies pas que dans 7 ans je lâche tout, hein, t'inquiète pas, pour moi c'est bon, alors... D'accord pour le 13 mai, d'accord, vers 6h. Ah, j'aimerais mieux 6h moins le quart, d'accord? Allez, bonne nuit, bonne nuit. 7 ans plus tard... 13 mai, 6h moins le quart, vlam, incompréhensible. C'est une de ces choses, il ne faut pas trop y penser, sinon tu sors de là, t'es fou. Quand le tableau se décroche, quand tu te réveilles un matin à côté d'elle et que tu ne l'aimes plus. Quand tu ouvres le journal et tu lis que la guerre a éclaté. Quand tu vois un train et tu te dis je me tire. Quand tu te regardes dans la glace et tu comprends que t'es vieux. Quand Novecento sur l'océan, plein milieu, leva les yeux de son assiette et me dit « À New York, dans 3 jours, je descends. » J'en suis resté baba. Vlam! Un tableau, tu ne peux pas lui poser des questions. Mais Novecento, si.
Je le laissais tranquille un moment, puis je commençais à le tanner. Je voulais comprendre pourquoi, il y avait forcément une raison. Un type qui ne reste pas 32 ans sur un bateau, et puis tout à coup, un jour, il descend, comme si de rien n'était, sans même dire pourquoi à son meilleur ami, sans rien lui dire du tout. Il y a quelque chose que je dois voir là-bas, il me fait. Et c'est quoi ? Il ne voulait pas me le dire. Et ça peut se comprendre d'ailleurs, parce que quand il le fit, ce fut pour me dire « La mer. » La mer ? La mer. Bah voyons. T'aurais pu penser à tout sauf à ça. J'arrivais pas à le croire. Peut-être qu'il voulait se payer ma tronche, le coup du siècle. Ça fait 32 ans que tu la vois, la mer Novecento. D'ici, moi je veux la voir de là-bas. C'est pas la même chose. Bon Dieu de bon Dieu, j'avais l'impression de parler avec un môme. Eh bien d'accord. Tu attends qu'on soit arrivé au port, là tu te penches et tu la regardes bien. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Et qui t'a raconté ça ? C'est un dénommé Baster qui le lui avait raconté. Lynn Baster, un paysan. Un de ceux qui travaillent comme des mules pendant 40 ans et n'ont jamais rien vu d'autre que leur champ. Et peut-être une ou deux fois la grande ville, à quelques lieues de là, les jours de foire. Sauf que ce paysan-là, la sécheresse lui avait tout pris. Sa femme était partie avec un prédicateur quelconque, et ses mômes, la fièvre, les lui avaient emportés, tous les deux. Le type né sous une bonne étoile, quoi. Alors un jour, il avait pris ses affaires, et il s'était lancé à traverser toute l'Angleterre à pied, pour aller jusqu'à Londres. Mais comme les routes, ce n'était pas son fort, au lieu d'arriver à Londres, il s'était retrouvé dans un petit village au milieu de nulle part, un endroit où, si tu continues à marcher, après 2 virages, de l'autre côté de la colline, pour finir, tout à coup, tu voyais la mer. Lui, il n'avait jamais vu la mer. C'est ça ce qu'il avait sauvé à l'en croire. Il disait, c'est comme un hurlement géant, mais qui ne s'arrêterait jamais de crier. Et ce qu'il crie, c'est « bande de cocus ! La vie, c'est quelque chose d'immense. Vous allez comprendre ça, oui ou non ? Immense !» Il n'y avait jamais pensé avant, ce Lynn Baster. Sans blague. Ça ne lui était jamais arrivé de penser une chose pareille. À tel point que dans sa tête, ce fut comme une révolution. Peut-être que Novecento, c'était pareil. Peut-être que ça ne lui avait jamais traversé l'esprit, cette histoire-là. Que la vie, c'est quelque chose d'immense. Il s'en était douté, peut-être. Mais personne jamais ne le lui avait crié aussi fort. C'est bien que cette histoire de la mer et tout le reste, il se la fit raconter des milliers de fois par le dénommé Baster. Et il finit par décider que lui aussi, il devait essayer. Quand il se lança à m'expliquer la chose, il avait la tête du gars qui t'explique le fonctionnement du moteur à explosion. C'était scientifique. Je peux y rester encore des années sur ce bateau, sans que la mer me dise quoi que ce soit, à moi. Alors que là, je descends, je vis sur la Terre, et de la Terre, pendant quelques années, je deviens un type normal. Et puis un jour, je m'en vais, j'arrive sur une côte, n'importe laquelle, je lève les yeux, je regarde la mer, et elle sera là, et je l'entendrai crier. Scientifique. La connerie la plus scientifique du siècle, ça me paraissait à moi. J'aurais pu lui dire, mais je ne l'ai pas dit. Ce n'était pas si simple. Il faut dire que je l'aimais bien, Novecento. Et j'avais bien envie qu'un jour ou l'autre, il descende et qu'il joue pour les gens de la Terre, et qu'il se marie avec une femme sympathique, et qu'il ait des enfants. Bref, toutes les choses de la vie. Qui n'est peut-être pas immense, mais bon, qui est belle, quand même, si t'as de la chance, un peu, et si t'as envie. Bref, cette histoire, ça me semblait un vrai attrape-couillon, mais si ça pouvait aider Novecento à descendre, ça m'allait. Et je commençais même à penser que c'était une bonne chose, finalement. Je lui dis que son raisonnement était correct, et que j'étais content, vraiment. Et que j'allais lui offrir mon manteau en poil de chameau. Il aurait une sacrée allure là-dedans quand il descendrait la passerelle avec ce manteau en poil de chameau. Lui, de son côté, il était quand même un peu ému. « Mais toi, tu viendras me voir, hein, sur la terre ?» Bon Dieu, je t'avais une pierre là dans la gorge, vraiment comme une pierre. Ça me tuait de l'entendre parler comme ça. Je déteste les adieux et je me suis mis à rire du mieux que je pouvais. Assez mal d'ailleurs. Et à lui dire que bien sûr j'irais le voir. Et on ferait courir son chien dans les champs. Et sa femme nous mettrait une dinde au four et je ne sais plus quelle connerie encore. Et lui il riait et moi je riais aussi. Mais à l'intérieur on savait bien tous les deux que la vérité était différente. Que la vérité c'était que tout serait fini. Et qu'il n'y avait rien à y faire, ça devait arriver. Et ça arrivait maintenant. Danny Boodman T.D. Lemon Novecento allait descendre du Virginian dans le port de New York un jour de février, après 32 ans passés en mer. Il allait descendre à terre pour aller voir la mer. Commence une musique du genre vieille ballade. Le comédien disparaît dans l'obscurité puis réapparaît habillé comme Novecento en haut de la passerelle d'un paquebot. Manteau en poil de chameau, chapeau, grande valise, il reste là, quelques instants immobile dans le vent, regardant devant lui. Il regarde New York. Puis il descend la première marche, la deuxième, la troisième. À ce moment-là, brusquement, la musique s'interrompt. Et Novecento s'arrête net. Le comédien ôte son chapeau et se tourne vers le public. Ce fut à la troisième marche qu'il s'arrêta, brusquement. « Qu'est-ce qu'il y a ?
T'as marché dans une merde, fit Neil O'Connor, un Irlandais qui ne comprenait foutre rien à rien, mais que ça n'empêchait pas d'être de bonne humeur toujours. Il a peut-être oublié quelque chose, j'ai dit. Et quoi donc ? Bah, est-ce que je sais ? Il a peut-être oublié pourquoi il descend. Dis pas des conneries. Et pendant ce temps-là, Novecento, immobile, un pied sur la 2e marche et un pied sur la 3e. Il resta comme ça une éternité. Il regardait devant lui, comme s'il cherchait quelque chose. Et il finit par faire une chose bizarre. Il enleva son chapeau, passa la main par-dessus la rampe et laissa tomber le chapeau. On aurait dit comme un oiseau fatigué ou une omelette bleue avec des ailes. Il fit 2 ou 3 volutes dans les airs et tomba dans la mer. Il flottait. C'était un oiseau, évidemment, pas une omelette. Quand on a relevé les yeux vers la passerelle, ça a été pour voir Novecento avec son manteau en poil de chameau, mon manteau en poil de chameau, qui remontait ses 2 manches en tournant le dos au monde, avec un drôle de sourire sur le visage. En 2 pas, il avait disparu à l'intérieur du navire. « T'as vu ? Le nouveau pianiste est arrivé » a dit Neil O'Connor. « C'est le plus grand, paraît-il » j'ai répondu. Et je ne savais pas si j'étais triste ou bien heureux à en mourir. Ce qu'il avait vu du haut de cette maudite 3e marche, il n'a pas voulu me le dire. Ce jour-là, et pendant les 2 traversées qu'on a faites encore après, Novecento restait un peu bizarre. Il parlait moins que d'habitude et il avait l'air très occupé par une histoire à lui, personnelle. Nous, on ne posait aucune question. Lui, il faisait comme si de rien n'était. On voyait qu'il n'était pas tout à fait normal, mais bon, on n'avait pas envie d'aller l'interroger. Les choses continuèrent ainsi pendant quelques mois. Puis un jour, Novecento entra dans ma cabine, et lentement, mais tout d'une traite sans s'arrêter, me dit « Merci pour le manteau, il m'allait drôlement bien. Dommage, j'aurais eu une sacrée allure avec, mais ça va beaucoup mieux maintenant, c'est passé, tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux, je ne le serai plus jamais. » Quant à moi, je n'étais pas certain qu'il l'ait jamais été malheureux. Ce n'était pas une de ces personnes dont tu te demandes toujours « Est-ce qu'il est heureux ce type-là ?» C'était Novecento au point. Il ne te faisait pas venir à l'esprit l'idée du bonheur ou de la souffrance. Il avait l'air au-dessus de tout. Il avait l'air intouchable. Lui et sa musique. Le reste, ça comptait pas. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux, hein. Je ne le serai plus jamais. Ça m'en a laissé baba cette phrase. Il n'avait pas l'air du gars qui plaisante en disant ça. L'air de celui qui sait très bien où il va et qui y arrivera. C'était comme quand il s'asseyait au piano et qu'il commençait à jouer. Aucune hésitation dans ses mains. Les touches semblaient les attendre depuis toujours, ces notes. Comme si elles n'avaient existé que pour ces notes-là et uniquement pour elles. On avait l'impression qu'il inventait dans l'instant, mais ces notes-là, quelque part dans sa tête, elles étaient écrites depuis toujours. Je sais maintenant que ce jour-là, Novecento avait décidé qu'il allait s'asseoir devant les touches blanches et noires de sa vie et commencer à jouer une musique absurde et géniale, compliquée mais superbe, la plus grande de toutes. Et danser sur cette musique ce qu'il lui restait d'années.